Ce matin-là, je me suis réveillée et j'ai dit à ma fille, « Branca, lève-toi, nous devons sortir, voir comment est le monde maintenant que Lula est président. » Et elle m'a répondu, « Mais maman, rien n'a changé, tout est pareil. » Mais j'ai dit, « Non, je veux sortir, voir si quelque chose a changé. » Alors elle s'est levée, elle est sortie avec moi, elle m'a dit, « Tu vois, tout est pareil. » Et j'ai dit, « Tout est pareil peut-être, mais tout est différent aussi, vu qu'aujourd'hui, Lula est président. » Une telle émotion, si je me souviens bien, c'est seulement quand mes enfants sont nés. J'en ai même des frissons. Je me rappelle de tous ces gens sur la pelouse qui croyaient en un pays nouveau. Je suis allé à l'investiture de Lula à Brasilia, mais pas au palais. Je suis resté dans la rue avec les gens. Il y avait une joie, une émotion énorme, car c'était un sacré espoir. Mais parfois, l'espoir, vous y croyez tellement que vous cessez d'être lucide. Apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar amanhã, mesmo que uns não queiram. Lula, l'enfant du Nord-Est, le métallo des banlieues ouvrières de Sao Paulo. Lula l'émigrant devenu le président que jamais le Brésil n'avait eu, et même peut-être pas osé espérer. À mi-mandat, avec ses compagnons d'hier et d'aujourd'hui, nous avons refait sa route pour mesurer le chemin immense et chaotique qui lui reste à parcourir. Une voie étroite où se confrontent sans cesse les intérêts économiques et l'espoir. L'inégalité est l'une des plus grandes caractéristiques de ce pays. Le Brésil est champion du monde de football et de l'inégalité sociale. On pourrait dire que c'est une caractéristique scandaleuse, totalement injuste, parce que ça restreint le Brésil, ça les divise en deux. Il y a d'une part un Brésil d'environ 50 millions de personnes, ce qui correspond à un grand pays de la taille de la France, qui se trouve dans l'économie des marchés, qui possède un pouvoir d'achat. Et tout tourne autour de ces 50 millions. Tout. La publicité, l'enseignement, la production, l'éducation, tout. Et d'autre part, 120 millions qui contribuent à tout cela par leur travail. Ils ne sont pas marginalisés, ils sont intégrés dans une fonction subalterne. Et ils constituent un Brésil oublié, oublié de toutes les activités en général. Et cette caractéristique brésilienne est dramatique aussi parce que dans la tête du Brésilien, tout ça est normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indignation face à cette situation. Au sein de ces 120 millions naissent des résistances, des tentatives de changement. Mais elles sont insuffisantes parce que les autres 50 millions dominent tout. L'État, les gouvernements, les médias, tout. Cette situation est dramatique et c'est de tout cela qu'est né Lula. O Brasil não é país pobre, mas país de muitos pobres, porque tem uma das sociedades mais injustas e desiguais do mundo. E a mancha mais vergonhosa dessa desigualdade é a fome. O projeto Fome Zero que estamos desenvolvendo prevê medidas estruturais, como a reforma agrária, o apoio à agricultura familiar. Como tudo isso não pode ser feito do dia para a noite, o programa prevê também medidas emergenciais para as famílias que não têm uma renda mensal que lhes garanta uma sobrevivência digna. Tenha certeza, o problema da fome no Brasil não é de falta de comida, é de falta de vergonha de certos governantes. Là, exactement, c'était sa maison en 1952. Le temps l'a détruite. Et aujourd'hui, ce ne sont que des décombres. Là, vous voyez, où il y avait la cour, il y avait 8 enfants qui ramassaient des noix de coco, qui attrapaient des oiseaux pour les faire griller.
On ne pouvait pas acheter de viande, donc on sortait pour chasser les petits oiseaux. Ça donnait à peine 2 petites bouchées, et en plus, il fallait les partager. Son enfance, elle a été comme ça. Il est revenu ici il y a 3 ans. Il a pris une poignée de ce même sable dans les mains et il a dit que la terre n'avait pas changé. Il a même promis d'irriguer tout ça, de ramener de l'eau du fleuve São Francisco. Mais on attend toujours. Peut-être que d'ici la fin de son mandat, il viendra avec cette eau pour sa terre. Mon père trouvait qu'il ne mangeait pas à sa faim. Lui, il connaît bien cette histoire. Quand il est parti d'ici, il avait déjà 8 ans et il doit se rappeler tout ça très bien. Eu sou o resultado de uma história. Eu estou concretizando o sonho de gerações e gerações que antes de mim tentaram e não conseguiram. O meu papel nesse instante, com muita humildade, mas também com muita serenidade, dizer a vocês que eu vou fazer o que acredito que o Brasil precisa que seja feito nesses 4 anos. Fazer a reforma agrária e acabar com a fome neste país são um compromisso moral e ético que eu quero assumir aqui nessa tribuna, na frente do povo, que é o único responsável pela minha vitória e pelo fato de eu estar aqui hoje tomando posse. E eu tenho fé em Deus que a gente vai garantir que todo brasileiro e brasileira possa todo santo dia tomar café, almoçar e jantar, porque isso não está escrito no meu programa. Isso está escrito na Constituição Brasileira. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pour être élu, Lula a dû faire 2 appels. Un appel au peuple en général en disant « Je vous garantis que tout le monde va manger 3 fois par jour ». Et puis un appel au système. Je vous garantis de payer la dette, de respecter l'accord avec le FMI, etc. Il a dû utiliser 2 langages. Pour concrétiser sa promesse au peuple, il a créé le célèbre programme Fin Zéro. Pour ce travail, vous savez combien ils nous payent par jour? 6 reais. 2 $. Oh, que saudade eu tenho das noites de São João, as noites brasileiras na fogueira, do ao luar do sertão. Só sei disso mesmo. On doit travailler dans la bonne humeur, pas vrai? Si en plus de faire un boulot comme ça, on n'est pas content, on va où? Lula est né ici. C'est pour ça que tout le monde a voté pour lui. Ici, à Caetés, il a fait un carton. Une belle victoire. C'était vraiment super. Je mange grâce à l'argent de Fin Zéro. Ça n'est pas beaucoup, c'est vrai, mais ça aide. Mais va le gagner déjà cet argent, surtout en faisant un boulot comme ça. Moi, je double mon salaire avec ce que me donne Lula. Avec ça, on tient le mois. C'est pas mal. Como é que tá essa menina Edmilda? Tá bem. Tá conseguindo já mastigar?
Tá começando. Tá, vamos ver. Vamos lá, Mariana. Vamos lá. Chega. Ah, Maria, ele que é cara já acostumado. Pronto, 17 quilos. Tá ótimo. A senhora não recebe ainda o Bolsa Família? Não. Só o Bolsa Escola e o Auxílio Gás. Não, ela não tem. O Auxílio Gás é de 2 em 2 meses, é isso? Esse mês eu recebi 30. Certo. Quando a gente tem uma criança que está super desnutrida, certo? A chance dela contrair doenças oportunistas é muito maior. Ela está muito pálida, tá vendo? Os olhos dela como estão pálidos. Dela morder. Ela pode estar com anemia, vai correr o risco de ela ficar desnutrida e ficar como as outras, né? Um bocado de feijão, pode botar com feijão, Sim, macarrão. mas ainda não é o essencial, porque ela está perdendo o peso. Né? Então, você dá farinha com sal, ela bebe de E ela só recebe um valor de 15. Um valor de 15 reais e um vale gás a cada do Bolsa 2 meses. Escola e do Vale Gás. C'est pas beaucoup, mais ça aide. On ne peut pas acheter un bout de viande, rien. Avec ça, on peut qu'acheter le strict minimum. On achète 5-6 kilos de haricots et on doit les manger nature. La viande, c'est comme un animal sauvage. On ne peut la voir que de loin. Je suis pour lui parce qu'il a déjà fait quelque chose, là où les autres n'ont rien fait du tout. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Ça permet de pouvoir continuer à se démerder. Só tem assim, só esse dinheiro aqui para sustentar toda a família. Aí no total são 9 pessoas na casa. A senhora, sua esposa e 7 filhos. Como é que estão as crianças? Estão se alimentando bem? Então, agora a dona Raquel, né, dona Raquel? Becinho assim. Deixar a chinela lá na mão. Também, 14,200 gramas. Raquel, rapaz, você tem que comer mais, viu? Olha, o neném mais novo tá pensando igual você. Vai conter as vitaminas que ela necessita para o desenvolvimento. Feijão, a carne, frutas, verduras. Tem 7 filhos, né? Quantos anos? 30. 30 anos. Você sabe que ainda pode ter ainda mais uns outros 7, né? As meninas querem 10 que eu vou dar aí. Mais 10 filhos ainda? Os meus querem me operar para não ter mais. Quer fazer cirurgia para não ter mais filhos? E por que você não aproveita e faz agora que você não está grávida? Fazer o teste, né? Tem que ver o que você pode dar aos seus filhos, né? E não se iluda com as bolsas que sai da maternidade não, viu? Senão você termina enchendo a casa de menina. Porque o salário vem e passa, né? Ou seja, você se RMD até para te ajudar o primeiro mês. Mas você vai ter a vida inteira para cuidar da criança. Não que seja mal ter um filho, né? Mas a gente tem que pensar no que a gente pode oferecer a eles, certo? Obrigado, até o próximo vídeo. Obrigada. Você, às vezes quer me desdar na questão burocrática e na Je ne fais pas la queue au programme Faim Zéro, parce que, d'abord, heureusement, je mange encore 3 ou 4 fois par jour. Et d'autre part, même si j'en avais besoin, j'aurais honte d'aller faire la queue à Faim Zéro. Parce qu'on se moquerait de moi. Ça alors, regardez, le cousin du président qui fait la queue de Faim Zéro. J'aurais vraiment honte. Et puis il y a des tas de gens qui n'ont pas besoin de cette aide et qui se débrouillent pour vivre et qui la touchent quand même. Il y a plein de gens comme ça que je connais. Parfois j'en vois dont je ne veux même pas dire le nom. Mais celui-là, qui fait la queue pour avoir 50 reis, il a 2-3 vaches. Il va en plus à la boucherie toutes les semaines, achète 8-10 kilos de viande. Il a même une charrette pour aller au marché. C'est pas la faute à Lula, il donne à ceux qui ont besoin. Le coupable, c'est le peuple brésilien, ces sacrés brésiliens. Mais il faut dire que les Brésiliens, c'est des sacrés lascars. Je vois la malnutrition sur le visage des gens. La sous-alimentation est si grave ici que les enfants n'ont pas le cœur à jouer.
S'ils n'ont pas le cœur à jouer, vous imaginez ce que ça donne à l'école. On peut lire sur le visage de chaque père de famille et de chaque mère la tristesse quotidienne de ne pas avoir de quoi faire vivre sa famille. Ça me choque de voir qu'un pays si riche, avec tant de richesses, avec une telle concentration de richesses entre si peu de mains, soit incapable de nourrir dignement ce peuple qui travaille, qui souffre, qui lutte, qui endure le soleil, la pluie, le mauvais temps, qui produit, qui est la force de ce pays. C'est vraiment triste. Nous espérons que Lula, en bon nordestin, sorti de cette terre, après tout ce qu'il a enduré, va mettre en place une politique qui produise de la richesse, qui fixe l'homme à la campagne, pour qu'il ne devienne pas un homme de plus dans les grandes villes du Sud, un ouvrier de plus. Car on sait que le nordestin, après 40 ans, n'a plus de place sur le marché du travail et revient dans le nord-est. Une fois ici, il dépend seulement des allocations du gouvernement fédéral. C'est d'ici que Lula et sa famille sont partis après avoir attendu le camion pendant 3 jours. Ils ont pris cette route-là, et puis adieu. Quand ils sont partis, ils avaient déjà mangé toutes leurs provisions. Ils sont partis les mains vides. 2600 km sur une route pareille. C'est pas rien, non? 13 jours de voyage. Le petit Lula a beaucoup souffert. C'est une chose que le monde entier admire. Pas seulement nous, c'est le monde entier qui a une admiration pour sa vie. Sa vie est comme un rêve, personne ne l'aurait imaginé. Même moi, je n'en reviens pas. Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, a maleta era saco e o cadeado era nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Lula est issu de la frange la plus basse des immigrants nordestins qui arrivent à São Paulo. Sa mère avec ses 7 enfants, le père, on ne sait pas où il est. C'est comme ça qu'il a traversé le Brésil et qu'il est arrivé à São Paulo pour s'installer finalement dans un immeuble de la périphérie. C'est ici qu'on lave et qu'on étend le linge. C'est là que je vis avec mes enfants. Ne faites pas attention au désordre. Aujourd'hui, c'est jour de lessive. On vit à 7 ici. C'est dur pour un chômeur. Une fois passé 40 ans, vous ne trouvez plus de boulot. Temores abrandados, será pleno, será pleno. Le président, c'est nous les pauvres qui l'avons mis au pouvoir. Pour voir si au Brésil l'espoir est possible. Beaucoup sont déjà passés par là.
et n'ont pas fait ce qu'il a déjà fait. Je pense qu'il devrait nous aider, nous, les sans-toit, parce que la société nous discrimine. Dès qu'on occupe un immeuble, on nous traite de clochards. Et même les journaux disent du mal des sans-toit. Ils disent que nous sommes des voleurs, des drogués, etc. Non, ça n'existe pas tout ça dans notre mouvement. Je reçois l'aide fin zéro, 278 reais. De quoi acheter du lait pour ma petite fille, des vêtements pour les gamins et c'est tout. Au lieu de tout ça, Lula pourrait faire en sorte qu'on donne des cours aux gens qui ne savent ni lire ni écrire pour trouver un emploi. Et comme ça, on ne resterait pas toute la vie à attendre les allocations. Voilà ce que j'ai à dire. C'est l'Église qui m'aide. Ce sont les gens de l'Église évangélique qui m'aident. Je suis veuve. Je suis de la région de Pernambouc et ça fait 32 ans que je n'y vais plus. Ça fait trop longtemps. C'est à cause du billet. Je n'ai pas les moyens d'y aller, pourtant j'ai bien envie. Ma mère habite là-bas, elle est très vieille. Elle a 80 ans. Ah, j'adore cet endroit. Si ça ne tenait qu'à moi, je resterais ici le reste de ma vie, jusqu'à ma mort. Il est trop bien cet endroit. Vraiment trop bien. Notre avenir, il est là. Nous allons voir ce qui va se passer. Mais je pense qu'il n'offre plus rien de bon. Moi, j'en suis déjà à ma vieillesse. L'avenir, c'est pour mes enfants. C'est eux qui verront. Eu não reclamo da minha adolescência, não. Eu engraxava sapato de manhã, às vezes engraxava sábado para ir para o cinema no domingo. Mas o meu maior prazer era engraxar um sapato e comprar, chegar no bar, comprar meia bengala de pão, encher de mortadela, comprar uma tubaína e tomar aquilo. Não tem, aquilo valia... Aquilo era o meu caviar, aquilo era o meu camarão. Eu achava fantástico aquilo. Grâce aux efforts de sa mère et de sa famille, Lula a trouvé des petits boulots à droite et à gauche pour finalement devenir ouvrier métallurgiste. Alors, il est entré dans la couche la plus basse des 50 millions. Et cette couche a eu la capacité de s'organiser syndicalement. C'était l'époque de la dictature. Et au cours de ce processus, le plus combatif a été le syndicat de la métallurgie de São Paulo, qui est un secteur d'ouvriers très spécialisé. Et c'est de là qu'est sorti Lula, et qui s'est imposé comme un grand leader syndical. Je participais à toutes les manifestations, de très grandes manifestations, comme celle-ci. Le peuple marchait avec Lula. On le portait sur nos épaules. Beaucoup de gens pleuraient, c'était très beau. Nous étions heureux à cette époque, nous étions heureux et nous ne le savions pas.
Lula eut pratiquement la même vie que mes parents, qui venaient aussi du Nord-Est. Il a commencé sa vie humblement. Mon père non plus n'a pas étudié, comme Lula. Ils ont tous les deux fait les mêmes études, l'école de la vie. Je me souviens des conversations de Lula avec Walesa, le grand leader syndical polonais. Lula voulait convaincre Walesa de créer un parti politique, car le syndicalisme ne suffisait pas. Il a réussi, et Walesa est devenu président de la République comme Lula. J'ai participé à la fondation du Parti des travailleurs à cette époque. Je l'ai fait parce que j'admirais le projet, et je l'admire toujours aujourd'hui. Le PT, c'est nous qui l'avons fait. Ce pouvoir de mobilisation, nous l'avons mis en pratique dans l'usine, et grâce à cela, on a réussi à transformer plein de choses. On a compris également qu'on pourrait apporter quelque chose à la communauté, au peuple, pas seulement à nous, les métallurgistes. Le parti est né au cours d'une discussion dans un bistrot, d'un échange d'idées en buvant une bière. C'est de ça qu'il est né, des travailleurs, de la gamberge des travailleurs. Aí você vê, Câmara Setorial fazer para o governo, falar, ó, tem que retomar as câmaras setoriais. Que o Lula, a gente falou o seguinte, o governo vai levar esse país para o buraco, a gente vai se fuder, o país vai quebrar, o Lula é analfabeto, o dólar vai crescer, por isso que o Brasil vai se fuder e não sei o quê. Não era assim que falava? 5 dias antes da eleição? Para que o Lula não ganhasse a eleição, vamos ver agora, depois de 2 anos de governo. Com trabalho, eu achei interessante. Ah, mas de uma certa forma mudou, mudou, né, cara? Mudou. Com certeza mudou, com certeza mudou. Na marcha do salário mínimo para Brasília já viram mudança. Com certeza. Nós fomos até o Palácio da Alvorada lá, levamos até lá dentro. On est allé à Brasilia pour manifester pour le salaire minimum. Avant, quand on allait là-bas, on se faisait matraquer. Aujourd'hui, quand on arrive à Brasilia, les portes sont ouvertes. Lula n'est plus le président du syndicat des métallurgistes. Il est le président de la nation brésilienne. Je suis fier d'avoir aidé un compagnon tel que lui à être président de la République. J'en suis fier. Lula, une fois, nous a dit « Si vous voulez me réclamer quelque chose, allez-y, je suis là pour ça, mais faites-le avec conscience. » On est allé réclamer, il nous a reçus. On n'a pas obtenu beaucoup, mais on a réussi à avoir 10% d'augmentation. Et il s'est engagé jusqu'à la fin de son mandat à corriger le barème en tenant compte de l'inflation. C'est une victoire pour nous. Quelque chose est en train de changer. À mon avis, il fait ce qu'il a à faire. Il essaie de discuter. C'est ce que j'appelle la démocratie. La démocratie, ça vient lentement, c'est sûr. Il aimerait que ça change plus vite, évidemment, car on connaît Lula. Mais on n'a pas la majorité. Si on avait la majorité, vous savez, mais on ne l'a pas. Revolução para o Brasil, sabe o que é? É o cara saber a lei escrever. Revolucionário é o cara comer. Ter comida. Isso é revolucionário, né, Paulo? Então, exatamente. Arroz, feijão. Acho que revolucionário vai. Quando falou das questões? Revolucionário é reforma agrária, com estrutura. Não basta dar terra, tem que dar subvenção, tem que dar máquina, técnica. Nós estamos governando bem? Não, estamos governando. Vontade ele tem. Mas ainda não tem as forças suficientes no Congresso para essa mudança. A gente está ganhando essa uma coisa muito nova. O Brasil tem 500 anos de vida. Para mudar o Brasil não é vontade, é poder, é disputar o poder. Porque se a vontade de transformar estivesse na mão dele agora, esse Brasil seria outro. Então há uma correlação de força. Há uma correlação de força. Para você manter um país democrático, você tem que ter poder no Congresso. E a sociedade não deu esse poder ainda. Votou no Lula, mas não deu o poder. Bien que Lula ait gagné les élections, il est loin d'avoir la majorité au Parlement. Il a gagné avec 60% des voix, mais le Parti des travailleurs n'a eu que 20% des députés. Donc, pour tenter de gouverner, Lula a dû passer des alliances, ce qui entrave beaucoup son action. En plus, il n'a pas vraiment le soutien des grands propriétaires terriens.
Mais en même temps, il ne peut pas ignorer la puissance de feu de ces gens-là. Une mesure qui changerait totalement la structure sociale brésilienne, ça serait la réforme agraire. C'est la véritable mesure à prendre. Mais comment affronter une aile au Congrès qui possède je ne sais combien de députés et qui peut tout arrêter si elle veut? Elle peut tout bloquer. C'est la fameuse aile ruraliste. S'il y avait eu réforme agraire, de nombreux problèmes nationaux seraient résolus. Par exemple, ça serait le retour à la terre de nombreuses familles expulsées à cause des grandes plantations de canne à sucre et plus récemment à cause des plantations de soja. En même temps, cette réforme créerait à la campagne une classe moyenne des petits producteurs, une classe moyenne basse. J'ai travaillé ici à la Fazenda da Barra durant 17 ans. Quand ils ont planté de la canne à sucre, nous avons dû partir pour la ville, car il n'y avait plus de travail. Je suis revenu avec le mouvement des Sans-Terre il y a 2 ans. Et depuis, nous occupons la terre. En 17 ans, je n'ai jamais vu aucun des propriétaires. Parfois, il y en avait un qui disait être l'administrateur. Il devenait riche, il partait, et nous on restait. Alors maintenant, j'attends de voir si on peut avoir un lopin de terre ici. Je ne veux pas grand-chose, juste un petit coin qui me permettrait de m'occuper de ma famille, ou du moins d'y participer, parce que je suis déjà vieux, et c'est plutôt eux qui doivent s'occuper de moi. Il y a un héritage historique qui a produit les 2 extrêmes de l'inégalité sociale au Brésil. D'un côté, nous avons 1% des grands propriétaires fonciers, 30 000 grands propriétaires, qui contrôlent la moitié de toutes les terres du Brésil. De l'autre, nous avons la partie la plus pauvre des paysans, qui sont les sans-terre, les ouvriers agricoles, les journaliers. Au total, 5 millions de familles qui forment la base du mouvement des sans-terre, avec qui nous essayons d'organiser la lutte pour la réforme agraire. A luta é pra valer! Nós somos sem terrinha! Nós somos sem terrinha! Nós somos sem terrinha! Nós somos sem terrinha! Nossa primeira tarefa é ocupar toda a terra produtiva. Nós queremos trabalhar. Só sai reforma agrária. Com a aliança camponesa e operária, só sai réforme agraire. La Fazenda Barra a une signification très importante pour le mouvement des sans-terre, parce qu'il s'agit de l'une des meilleures terres du Brésil. Elle se trouve au beau milieu des plus grandes exploitations de canne à sucre. Mais la canne à sucre ne génère que de la pauvreté. Elle ne génère pas de travail. Et si nous occupons cette fazenda, c'est justement pour prouver à la société qu'il faut utiliser ces terres d'une façon qui génère plus de travail, plus d'aliments et plus de production. Pour nous, au mouvement des sans-terre, la canne à sucre, c'est le symbole de la pauvreté et de la misère. Elle ne rapporte qu'à 2 personnes, à l'exploitant et au propriétaire des fazendas. L'argent des exportations, on ne le voit pas. On exporte de l'alcool et au mieux du sucre, tandis que le pauvre journalier, lui, travaille pour 15 raïs par jour et à la fin de la récolte, il ne reçoit même pas ce qui lui est dû. C'est un esclavage atroce. Partout où l'on regarde, on ne voit que de la canne. Pendant ce temps, les familles meurent de faim dans les favelas et à la périphérie des villes. On voyait qu'ici, c'était différent de la ville. Parce qu'à la ville, on a manqué de tout.
Des fois, on a même eu faim. Quand mon père travaillait, tout allait bien. Et dès qu'il n'avait plus de boulot, tout s'écroulait. J'ai 55 ans. Tout ce que j'ai obtenu dans ma vie, c'est un baraquement dans une favela. J'ai travaillé constamment, toujours au service des autres, et je n'ai jamais rien eu. Alors je me suis dit, maintenant je vais rejoindre les sans-terre. Comme ça, au moins, j'obtiendrai peut-être un lopin de terre pour me nourrir. À la télé, on nous disait que c'était des envahisseurs, qu'ils occupaient les fazendas et qu'ils volaient les terres des autres. J'ai dit aux miens, faites comme vous voulez, mais moi je vais rejoindre les sans-terre. Et quand le jour de l'occupation est arrivé, j'ai décidé d'y aller. Je suis très fier d'arracher un pied de canne à sucre, d'en planter un de maïs, d'haricots ou de riz. Ce qu'il faut faire, c'est occuper ces fazendas pour en tirer notre subsistance. C'est mieux que de courir après le programme Fin Zéro. Lula aurait dû mieux réfléchir, non? Posso garantir, será uma reforma agrária organizada, justa e pacífica. Por que as ocupações de terra acontecem? Porque é a única forma dos movimentos populares pressionar o governo e chamar a atenção do país. Com o PT na presidência, isso muda. Os movimentos populares sabem que a reforma agrária é uma das prioridades do PT e confiam no PT. Por outro lado, neste país o que não falta é terra improdutiva. Existem áreas maiores que alguns estados que nada produzem. É isso aí. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Uma festa que vai ter hoje. Noite cultural. Ah, hoje eu quero dançar um pouco, né? Esquentar o esqueleto lá, mais menino. Diz que vai dar muita mulher bonita lá. Tendo mulher bonita, coisa de... O bicho é bem mais é bom, o bicho é bem mais é bom, o bicho é bem mais é bom, olha o bicho é bem mais é bom, o bicho é bem mais é bom, o bicho é bem mais é bom, o bicho é bem mais é bom. E esse é o forró, o brilho da noite, é o mais quente do Nordeste. Si tout le monde veut la réforme agraire, si la société soutient la réforme agraire, si le gouvernement dit qu'il n'y a pas de problème, alors pourquoi la réforme agraire n'avance pas? C'est n'importe quoi. Il devrait y avoir une autre manière. Ce n'est pas la terre le plus important. En ce qui concerne la terre, il a quand même fait quelque chose d'assez correct, Lula. Il distribue des terres et ces gens ne vont pas nous embêter. Mais comme solution de production, c'est une aberration. Une aberration. Le gouvernement pense exclusivement à l'agriculture familiale. C'est une question de priorité. De priorité sociale, mais aussi économique. Bien sûr, mais l'agriculture familiale, c'est lié à l'aspect social plus qu'à l'aspect productif. C'est indispensable, parce qu'il y a une très grande partie de la population qui est dans le besoin. Mais comment se fait-il qu'il y ait eu un excédent de 33 milliards de dollars dans la balance commerciale du Brésil? C'est grâce à l'exportation de produits primaires. C'est l'orange, le soja, la banane, la canne à sucre, le café, l'alcool, le sucre. C'est grâce à nous, les gros producteurs. Mais il faudrait voir ça sous l'angle commercial. Mais ce n'est pas la façon de voir du gouvernement. Você, que é fazendeiro, ou que tem o seu pedaço de terra e produz, pode ficar tranquilo. Com o PT na presidência, você vai ser estimulado a produzir mais. O Brasil precisa disso. Notre gouvernement allume un cierge au diable et un autre au bon Dieu. Et c'est comme ça qu'il nous dirige. Il faut le dire, et même avec une certaine habileté. Il entretient intelligemment ce dialogue avec les deux dieux, celui du capitalisme et celui du socialisme. À droite, là, en ce moment, il y a 2000 hectares à peu près ici, dans cette zone, dans notre secteur. Nous avons planté du soja transgénique il y a 6-7 ans. Le soja transgénique, c'est la grande solution pour la culture du soja, malgré les difficultés que le gouvernement nous crée, parce qu'il ne l'a jamais totalement autorisé.
Je pense que c'est du pinaillage. Le pinaillage idéologique de notre gouvernement, qui est un gouvernement de gauche, comme vous le savez. Aujourd'hui, si on parcourt les plantations du Rio Grande do Sul, plus de 90% des cultures sont transgéniques. C'est une réalité économique. En ce qui concerne les dangers pour l'environnement, je crois que s'il y avait le moindre risque, les États-Unis n'en planteraient pas chez eux. Ils en planteraient dans d'autres pays, mais pas chez eux. C'est la même chose pour la santé humaine. C'est amplement prouvé. Alors s'il n'y a pas de risque pour la santé humaine, s'il n'y a pas de risque pour l'environnement, nous n'allons pas nous priver de cette technologie. Et cela vaut non seulement pour les plantes, mais aussi pour les animaux. Et pour nous, êtres humains. Le Brésil exporte à tout prix. Il exporte malgré des problèmes écologiques énormes, malgré l'introduction des transgéniques. Tout est permis, au risque de tout voir exploser à l'avenir. Déjà, le soja transgénique est en train d'envahir l'Amazonie. C'est terrible. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Tant que cela ne changera pas, le Brésil restera comme ça, en voulant être un pays du premier monde, sans en avoir les moyens. Mais en plus, il n'en a pas besoin. Não precisa ser. Tout est donc très fragile, mais ça donne l'impression qu'il y a croissance économique. Et même la popularité de Lula augmente malgré la lassitude et la frustration, parce que les journaux claironnent qu'il y a croissance économique. Et donc, les problèmes du Brésil sont résolus. Comme si la croissance économique suffisait pour qu'il y ait une redistribution des revenus. Non. Ce qui va encore croître et augmenter, c'est la concentration dans les mains de ceux qui ont déjà les pouvoirs économiques. Lula est là, mais il ne peut rien faire. C'est le ministre de l'économie qui a la clé du véhicule. Lula, lui, est au volant. Il le tourne dans tous les sens, mais rien ne bouge. C'est le Sénat qui forge les pièces de la machine. C'est les chefs d'entreprise qui mettent l'essence. Alors ça ne peut pas avancer. Le Brésil pourrait être dans de bonnes mains, mais il ne l'est pas du tout. Et Lula, sur ce baril de poudre, doit composer. Alors, de temps en temps, il adresse des signaux aux organes des pouvoirs nationaux et internationaux pour leur dire qu'il est de leur côté. Il doit leur montrer qu'il ne va pas faire vraiment la réforme agraire, parce que sinon ils vont le renverser. D'autre part, il doit montrer aux sans-terre qu'il veut faire la réforme agraire. Alors il la fait un petit peu. Le gouvernement Lula ferait sans doute mieux sous la pression des mouvements populaires. Dans l'ensemble, cette pression a été très faible. Il y a eu une sorte de paralysie face à ce gouvernement d'essence populaire, protégé par son image. Quelques mouvements, comme celui des Sans-Toits, sont restés actifs. Mais dans l'ensemble, la pression a été très faible. Le seul à être resté mobilisé, c'est le mouvement des Sans-Terre. Il ne s'est pas opposé au gouvernement, mais il n'a jamais relâché la pression. Et ça, la pression, les syndicalistes, ils connaissent. Notre lutte n'est pas seulement contre les grands propriétaires fonciers, comme nous le disions au début du gouvernement Lula. Maintenant, notre lutte a comme but le changement de la politique économique du gouvernement. Seulement cela pourra conduire à un processus de changements sociaux. Sinon, le gouvernement Lula sera malheureusement un gouvernement comme les autres. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y a en fait un paradoxe entre la priorité donnée aux mesures sociales
comme le combat contre la faim, la réforme agraire, et l'adoption d'une politique économique néolibérale, plutôt orthodoxe. J'espère me tromper et que le président est sur la bonne voie. Je pense que notre gouvernement n'a pas encore réussi à construire un nouveau modèle de développement. Le président fait tout en ce sens. La seule chose que nous avons obtenue au cours de ces 2 dernières années, c'est une grande accumulation de capital dans le secteur privé, grâce aux exportations. Mais c'est très peu, je vous l'accorde. C'est un début. Nous devons donc fabriquer un modèle économique qui ne soit pas appliqué par un gouvernement, mais par plusieurs, 2, 3 gouvernements. Et nous sommes sur la bonne voie. Lula bénéficie encore d'un grand soutien populaire au Brésil. Mais le Forum social, ça n'est pas le Brésil. C'est le lieu du militantisme le mieux organisé, une sorte d'élite des mouvements et des organisations sociales. Et donc, on ne peut pas exclure le fait qu'il va y avoir des manifestations de déception ou de rage par rapport à Lula. Il n'a fait que gagner une élection. Il n'a pas fait une révolution. Beaucoup de gens exigent de lui, surtout à gauche, les résultats de quelqu'un qui aurait fait une révolution. Chaque jour, il doit conquérir des parcelles de pouvoir. Un pouvoir qui est entre les mains de la finance, des grandes banques, des créanciers. Alors sa marge de manœuvre est étroite, mais il est très habile. Et il sait comment manœuvrer. Là où la gauche classique aurait déjà joué la carte de l'affrontement. Eu estou aqui porque acredito piamente que vocês estão dando o passo mais sério do Fórum Social Mundial para transformar a questão da fome de um problema social num problema político. E aí sim, quando a fome for um problema político, a gente vai perceber que outros irão participar. E é preciso que a gente construa uma outra força no mundo para que a gente possa mudar a geografia política, comercial e cultural. Quem é que acreditava aqui no nosso continente que em apenas 2 anos, países que não se conversavam, e posso falar do Brasil, que viveu o tempo inteiro olhando para a Europa e para os Estados Unidos, de costa para a América do Sul e de costa, na verdade, para a África. Nós somos a segunda nação negra do mundo, depois da Nigéria. E uma parte do que o Brasil se deve à África. E por isso o Brasil pode ajudar países africanos, como nos ajudamos Moçambique e o Gabão, anistiando a dívida que eles tinham com o Brasil, como fizemos com a Bolívia e como vamos fazer com o Suriname. Nós criamos o G3, Índia, Brasil e África do Sul. Depois disso, nós criamos o G20, porque achamos que esses países grandes podem se transformar em parceiro estratégico dos países como o Brasil, para que a gente possa
ter uma predominância da política da maioria dos países e não uma predominância da política apenas dos países ricos. Eu lembro que quando o Brasil entrou na OMC contra o subsídio da Europa e nos Estados Unidos, não faltaram pessimistas que diziam: isso não vale nada, mas o presidente Chirac é contra, mas o primeiro-ministro Schroeder é contra, mas Tony Blair é contra, mas Bush é contra. Olha, se eles fossem a favor, as coisas já estavam resolvidas. É pelo fato de eles serem contra que nós temos que fazer política. É pelo fato de eles serem contra que nós temos que convencê-los, que conversar. Eu nasci fazendo enfrentamento. Aliás, eu sou de Pernambuco, de um estado muito pobre. E um pernambucano que não morre antes de 5 anos de idade de fome já é um batalhador incansável. Vou a Davos hoje e vou lá dizer o que eu estou dizendo aqui. Lula a été élu pour mettre fin à l'inégalité sociale. C'était ça le discours. Évidemment, ça a créé une peur énorme dans le système. Et s'il veut aller jusqu'au bout, il doit affronter le pouvoir économique. Et le pouvoir économique aujourd'hui, il n'est pas seulement national, il est multinational. Je ne sais pas si Lula n'est pas en train de l'affronter, justement. Je ne sais pas s'il n'est pas en train de créer un contexte externe, favorable aux changements internes. Veja, quando país importante se dispõe a dar fundo para ajudar a combater a AIDS em qualquer país do mundo, mas esse país tem que comprar o remédio do país que está dando financiamento, ou seja, muito mais para ajudar os laboratórios do país do que para ajudar os que estão com AIDS, as coisas não funcionam. O país pobre vai continuar apenas vendo a sua dívida aumentar. O dado concreto é que, no século passado, a distância entre os países pobres e os países ricos não diminuíram, aumentaram. Ou seja, quem era rico ficou cada vez mais rico e quem era pobre ficou mais pobre. Eu propus que se criasse fundo em função das transações de armas no mundo. Mas poderia ser fundo sobre transações financeiras, poderia ser fundo sobre o comércio mundial, poderia ser fundo sobre o dinheiro que está nos chamados paraísos fiscais. A fome não é problema de quem está com fome. A fome é problema de quem está comendo. Nós é que temos que assumir a responsabilidade de estendermos a mão daqueles que não estão comendo. É esse o meu sonho, esse o meu desejo, e é por isso que eu estou tentando brigar. Eu acabo de vir do Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre. I want to hear about thank you very much. We'll come back, and I think what I'll do. But I think it's important to think about why is this aid needed? And for the world at large, we have 6 billion people. Ce que je me demande, c'est si ce n'est pas une vision trop naïve de ce que c'est que Davos. Davos, c'est pas comme les Nations Unies. Davos, c'est le club des plus riches, des plus puissants économiques dans le monde qui discutent sur l'orientation économique du monde en fonction de l'accumulation du capital. Alors là, il ne faut pas se faire d'illusions. Ils sont tout prêts à faire des campagnes contre la faim dans le monde, mais ils ne sont pas prêts à changer leurs politiques fondamentales qui sont à l'origine de la faim dans le monde. Il a promis plus qu'il n'a fait. Mais c'est difficile de faire. Il ne gouverne pas seul. Il dépend d'accords avec des partis et tout le reste. C'est très difficile de gouverner ce pays à cause de ça. Il a obtenu une chose, à mon avis. Le Brésil est mieux connu à l'étranger. Il est mieux considéré.
Les problèmes sociaux, il y en a partout. Nous ne pouvons pas nier que nous appartenons au tiers-monde. Quand le nordestin arrive ici, dans une grande ville comme Rio, Sao Paulo, il croit que ça y est, il est là et demain il aura du travail. Les choses ne fonctionnent pas de cette façon. Voyez bien, par exemple, celui qui habite ici, il connaît le chômage. Parfois, vous prenez un taxi, vous causez avec le chauffeur. « Ah, moi, je suis ingénieur, je n'ai pas trouvé de travail. Je fais le taxi grâce à la voiture de mon voisin, mon cousin, mon frère. » Vous comprenez ? Déjà, il n'y a pas de travail pour nous, alors vous imaginez ce que ça donne pour eux. Le nordestin arrive ici en croyant qu'il va se dégoter quelque chose, et ça ne marche pas. Quand il ne reste pas dans la rue, il monte à la favela, et à chaque fois, la population de la colline augmente. Ils sont de plus en plus nombreux, parce qu'ils ne savent pas où habiter. Ou bien ils habitent sous un pont, ou bien ils habitent la favela. C'est le trafic de drogue qui provoque toute cette violence. Le problème, c'est que le pauvre n'a pas d'argent pour s'acheter de la drogue, à moins de voler. La classe moyenne, que j'appelle moyenne, c'est-à-dire celle que j'appelle bonne, c'est la classe riche. C'est eux qui consomment les drogues. C'est ça la clé de la question. Les choses fonctionnent comme ça, vous comprenez ? Des fois, c'est le passager lui-même qui en parle. Des fois, je vois une descente dans la rue. J'ai peur de m'arrêter parce que je ne sais pas si le policier est un vrai policier ou si c'est un bandit habillé en policier. Les policiers sont devenus le bouclier des bandits. C'est devenu une guerre. Il n'y a plus de respect comme autrefois. Le bandit voyait un policier, les flics arrivent, foutons le camp tous. Parce que le bandit existe depuis que le monde est monde. Il a toujours existé. Mais le mec avait la trouille. Maintenant, une voiture de police passe, allez, on tire dessus, et le mec mitraille la voiture. Desce, amigo, desce. Desce, meu irmão. Mais alguém aí dentro? Só tem minha avó, que é isso? Como é que só tem tua avó? Nossa, Não, vem cá. Entendeu? Já te conheço, não. Nossa, não faço nada não, moço. Ninguém faz nada não. C'est ça le tiers-monde. Nous sommes en pleine évolution. On arrivera peut-être un jour au premier monde, mais ça prendra du temps. À l'époque, j'accompagnais les sans-terre. Ensuite, j'ai quitté les sans-terre pour les sans-toit. Moi, ma femme et mes enfants. Ici, on travaille. On est près de tout, près de l'hôpital, près de tout. Le gouvernement Lula? Il est bien, sauf qu'il ne peut pas faire les choses tout seul. Il ne tire pas les ficelles tout seul, n'est-ce pas? S'il avait les mains libres, ce serait bien, mais il n'est pas tout seul aux manettes. Heureusement qu'on gagne encore de quoi manger. L'élection de Lula et la frustration qu'elle est en train de provoquer étaient absolument prévisibles. Nous, la société civile, nous savions déjà que prendre le pouvoir politique ne suffit pas. Ça aide, bien sûr, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Lula, dans ce sens, c'est un cas d'école, mais nous ne voulons pas qu'il soit encore un cas de pur désastre. Et nous ne pouvons pas mettre Lula au pied du mur, ça serait encore pire. Car nous sommes tous co-responsables. Il faut qu'on aide à faire avancer les choses.
Il ne suffit pas de penser à ceux qui ont faim. Il faut maintenant se dire que le scandale, c'est l'inégalité. Alors, nous devrons veiller à ce que toutes les politiques publiques aient comme seul objectif de diminuer les inégalités. C'est pour nous une façon d'affronter ce monstre qu'est l'inégalité, de le prendre par les cornes. Et alors Lula saluera avec une grande joie la société civile mobilisée, non pas pour le sauver lui, mais au contraire pour l'embarquer dans une nouvelle bataille. Une bataille où il aimerait se sentir bien plus engagé. Voilà notre petit sans terre. N'oublie pas tes origines, petit homme sans terre.